Merci de suivre l'antenne, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Et nous parlons santé ce soir, un sujet de grande utilité pour tous. Quand la santé va, tout va. Ce numéro est donc consacré aux conclusions des États généraux de la santé, tenus du 4 au 19 décembre 2024. Ces assises ont permis de faire un état des lieux du système sanitaire avec une large concertation de l'ensemble des acteurs du secteur de la santé et du développement social. Des assises qui ont donc recommandé la refondation du système sanitaire. Ce sont au total 973 recommandations articulées autour de 68 axes stratégiques prioritaires et 286 activités sur la période 2025-2034. Le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a remis le rapport de ses états généraux au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le mardi 29 avril 2025. Qu'en est-il exactement? Pourquoi refonder le système sanitaire malien? Quelle est la faisabilité des grandes réformes annoncées? Pour la réponse, nous avons fait appel aux responsables et spécialistes du secteur de la santé. Il s'agit du docteur Abdoulaye Guindo. Il est le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Bonsoir, docteur Guindo. Bonsoir. Du professeur Bakeita, pneumologue ou spécialiste des maladies respiratoires si vous voulez. Il est professeur agrégé des universités, écrivain, facilitateur des états généraux de la santé. Il a servi à l'OMS comme représentant dans plusieurs pays. Bonsoir, professeur Keita. Bonsoir, madame. Et du docteur Salif Samaké, il est médecin de santé publique, expert santé mondiale, consultant, ancien secrétaire général de la santé, ancien directeur national de la santé et directeur général de la planification et des statistiques du secteur du développement social et de la promotion de la femme. Docteur Samaké, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. On va rappeler que les États généraux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de prise en charge de la santé des populations. Le constat est là, malgré des décennies d'efforts pour la mise en œuvre du plan de politique de santé, les indicateurs restent en deçà, ce qui a motivé donc l'organisation des États généraux. Je vais me tourner vers le secrétaire général, Dr Guindo. Que devons-nous comprendre par réformer le système sanitaire malien? L'existant est à parfaire? L'existant est à parfaire, merci beaucoup. Encore, quand on dit réforme, on veut aller même vers une refondation même du système de santé. Vous venez de dire, malgré vraiment des décennies d'efforts, les indicateurs n'arrivent pas à satisfaire bien entendu les besoins de la population. Alors, c'est un. Aujourd'hui aussi, nous avons vu que le profil même des maladies a totalement changé, c'est-à-dire aujourd'hui le Mali, au niveau du Mali, ce sont les maladies non transmissibles, en tout cas qui prennent le pas. Nous avons le profil épidémiologique aussi, les maladies à potentiel épidémique a totalement changé. Nous sommes en train de faire face aux zoonoses qui entraînent en tout cas beaucoup de décès, il faut le dire, et dont l'origine bien entendu le plus souvent se méconnue. Nous sommes aujourd'hui en face du développement des technologies nouvelles. Alors donc face à cela, et les besoins en ce moment en santé augmentent. Alors donc nous avons un tout petit peu nos différentes politiques qui sont plus ou moins émoussées, des stratégies bien entendu aussi qui ne sont plus adaptées parce que le profil même, il faut le dire, du pays même a totalement changé. Vous voyez, nous faisons face à beaucoup de déplacements de la population, nous faisons beaucoup de mouvements en tout cas de la population. Donc face à tout cela, il faut aller vers une refondation et pour répondre vraiment aux besoins de la population et aussi répondre vraiment à la sollicitation des personnels de santé. Ça veut dire que le monde évolue, la santé aussi, il faut se mettre au diapason du monde. Cela va passer par quoi concrètement? Alors, donc comme nous venons de le dire, à partir de là, c'est un peu requérir, si vous voulez, les besoins latents, en tout cas de la population, et aussi bien des personnels de santé, essayer de voir sur le plan politique, en tout cas, qu'est-ce que nous pouvons faire, sur le plan stratégique, qu'est-ce que nous pouvons faire, et sur le plan opérationnel, bien entendu, qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est le maillage de tout cela qui va former, en tout cas, un système pour aller vraiment à une approche aussi adaptée, afin vraiment de trouver le maximum de population pour, en tout cas, leurs besoins.
D'accord, professeur Keita, il l'a dit tout à l'heure, on fait référence à la qualité et à l'organisation des services de santé, au financement de la santé. Qu'est-ce qui ne va pas et qui doit être carrément revu? Je pense qu'il y a différents éléments, dont certains ont été cités tout à l'heure par le docteur Guindo, et que les participants aux États généraux de la santé ont revu. Il s'agit, de répondre d'abord aux besoins de cette population. Nous l'avons indiqué dans nos rapports que les populations ne sont pas satisfaites. Deuxième élément, répondre également aux besoins des prestataires, qui sont ceux qui sont chargés d'offrir l'offre de soins et une offre de soins de qualité aux populations. En tenant compte de ces deux éléments, on pourrait avancer vers une offre de qualité. Ceci suppose qu'il y ait, d'une part, des personnes ressources en santé, en quantité et en qualité. Ça, c'est le premier élément, madame, pour qu'il y ait une offre de qualité. Le deuxième élément porte sur l'équipement. Cet équipement qui permettrait à ces femmes de travailler de façon efficiente. Le troisième élément porte sur la disponibilité des médicaments qui puissent répondre, n'est-ce pas, au traitement, comme l'a cité tout à l'heure le docteur Guindo, des maladies nouvelles. Il a parlé des maladies non transmissibles. Il s'agit essentiellement du diabète, de l'hypertension et des cancers, entre autres. Le pays, le Mali, est en transition épidémiologique. Il y a 3-4 décennies, c'était des maladies dites transmissibles qui étaient prévalentes. Je vais parler, entre autres, n'est-ce pas, de tout ce qui touche comme paludisme, même si le paludisme reste une priorité de santé. Je vais parler, n'est-ce pas, de tout ce qui touche comme problématique comme choléra, comme maladie à transmission hydrique et autres maladies potentiellement qui amenaient à causer non seulement des morbidités, mais également la mortalité de nos populations. Il y a une inversion. Maintenant, avec une montée en pente rehaussante des maladies dites non transmissibles que je viens de vous indiquer. Et dernier élément, madame, pourquoi n'est-ce pas cette réforme du système de santé? Parce que le docteur Guindo l'a dit tantôt, nous avons une politique de santé qui date de 1990, plus de 3 décennies, qu'il va falloir revoir. Avec les éléments qui ont été indiqués tantôt, je vais juste ajouter 2 éléments. Il y a l'interface santé et environnement qui s'invite, n'est-ce pas, dans le débat actuellement, compte tenu du changement climatique, qui est un élément important que nous avons intégré dans notre démarche. Et l'autre, c'est par rapport, madame, à la pharmacopée et la médecine traditionnelle, qui est un élément important également. On va en parler tout à l'heure, le temps de faire réagir Dr Samake. Quelle est la priorité aujourd'hui quand on parle de réforme de la santé? Qu'est-ce qui est urgent à mettre en place? Merci beaucoup, madame. Juste avant, je voudrais mettre l'emphase sur un point. C'est qu'il faut se rappeler que nous sommes à 5 ans de l'échéance des ODD, les objectifs de développement du millénaire, pour lequel notre pays, comme tant d'autres, se sont engagés. Alors, quand on regarde le niveau des indicateurs aujourd'hui, et dire qu'il nous reste 5 ans pour, en tout cas, être au rendez-vous de ces indicateurs, on voit qu'il y a vraiment un problème. Je prends juste l'exemple du ratio de mortalité maternelle, où on est autour de 300 pour 100 000 naissances vivantes aujourd'hui, alors qu'il est attendu qu'on soit autour de 70 à l'horizon 2030. Donc, puisqu'on est à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire arrêt sur image à un moment donné, se questionner et qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les goulots qu'il faut lever pour accélérer, à défaut d'atteindre cet engagement, de s'y approcher. Et un autre élément, cela coïncide aussi avec l'élaboration d'une nouvelle phase de plan décennal qui va être la boussole de tout ce qu'on fait. Donc c'est un moment crucial pour que les professionnels, les populations, en tout cas tous les acteurs en communion, discutent à bâton ouvert et qu'on en tire vraiment l'essence et voir comment nous pouvons avancer. Nous ne sommes pas encore prêts pour le rendez-vous des ODD? Non, ce n'est pas que nous ne sommes pas prêts. L'échéance, parce que les ODD ont été décidés il y a
plusieurs années auparavant. Mais on est à 5 ans de l'échéance. Donc il faut accélérer le rythme. Il faut accélérer le rythme. Donc il est important que nous fassions les réglages nécessaires et cela va amener à questionner les différents piliers du système de santé pour voir là où il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Et aussi ajouter, ils l'ont dit, mais il y a des enjeux mondiaux aujourd'hui, et surtout en matière de sécurité sanitaire, qui est, vous avez vu les épidémies, quand ça arrive, la routine, tout s'arrête, les vaccinations ordinaires et tout. Donc voilà un ensemble de questions, et il a parlé des ressources humaines. Aujourd'hui, il va falloir repenser la problématique des ressources humaines. D'abord, elle est toujours vue comme les ressources humaines en santé sont vues comme ceux du ministère de la Santé. Ça va aujourd'hui au-delà de ça, c'est les ressources humaines en santé publique. Merci. D'accord, on va détailler tout cela. En attendant, nous allons donc voir les besoins dans les différentes spécialités, en tout cas les plus sollicités par les patients. Mais avant, je vous propose de suivre l'intervention du ministre de la Santé et du Développement social, juste après la remise du rapport des États généraux de la santé au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Suivons. Nous sommes venus remettre au président de la transition le rapport des États généraux de la santé. Et ce rapport qui est un plan décennal sur 10 ans avec 68 recommandations et 286 activités. La première recommandation qui touche directement le public, c'est l'accueil dans nos services de santé. Donc on doit améliorer ces accueils-là, améliorer les conditions de prise en charge et instituer le SAMU, c'est-à-dire le déplacement en urgence des populations et améliorer nos plateaux techniques. On a remercié le président de la transition pour tout ce qu'il a eu à faire pour les populations maliennes en matière de santé et de développement social. Et nous demandons encore son appui pour que le plan qui a été élaboré puisse être exécuté. C'est un plan qui sera évalué chaque année et nous a promis son soutien. Et avec l'accompagnement des plus hautes autorités, nous pensons que nous pourrons faire le meilleur pour le bien-être, la santé de nos populations. Voilà, faire le meilleur pour le bien-être et la santé de nos populations. Le ministre de la Santé qui était donc au micro de Garibou Pérou. Les recommandations des États généraux, il faut le rappeler, visent à pallier les insuffisances de notre système de santé. Nous allons nous intéresser à quelques grands points. D'abord, l'accueil et la prise en charge dont Madame le ministre parlait tout à l'heure. Monsieur le secrétaire général, l'accueil et la prise en charge sont 2 points très importants du système sanitaire. Comment on peut les améliorer au Mali? Ok, d'accord. Merci encore une fois. L'accueil, comme on vient de le dire, est une discipline très complexe. Et donc, dans le cursus même de notre enseignement, il y a toujours l'accueil dedans. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de formation continue où on ne met pas, en tout cas, une place prépondérante pour l'accueil. Alors, au-delà, donc nous avons dit, parce que c'est à la perception de la communauté vraiment sur le système de la santé d'où sort le problématique, bien entendu, de l'accueil. Et nous appartient aujourd'hui, puisque nous parlons quand même de grandes réformes, puisque nous avons vu que c'est l'accueil qui pose le véritable problème. Comment former les agents? Comment essayer de mettre en tout cas un focus vraiment sur l'accueil et l'orientation surtout dans nos formations sanitaires. Donc à partir de l'accueil, il y a beaucoup de thématiques qui ont été développées au cours vraiment de ces réformes et de ces états généraux qui permettent encore une fois d'améliorer encore l'accueil. Et puisque au fait l'accueil c'est les deux côtés, vous savez, nous sommes des médecins, nous positivons vraiment les plaintes des patients, des plaintes des bénéficiaires. À chaque plainte, on le positive. On essaie bien entendu de tirer les leçons et essayer bien entendu de proposer des stratégies adaptées par rapport à ça. Donc ce qui fait que les plaintes, c'est vrai, on est sérieusement interpellés par rapport à ça et donc qui va être bien entendu une sorte de tremplin et qui va nous permettre encore une fois d'évaluer les différentes structures de santé à partir des critères bien entendu établis et en traçant bien entendu le circuit des malades. Et cela va nous permettre encore une fois de renforcer vraiment et la communication surtout interpersonnelle au cours de l'accueil, d'où l'orientation dont je viens vous dire. Et ça, on entre maintenant dans une sorte de transfert de compétences au niveau de,
du personnel de santé. Est-ce que des mesures ont été proposées dans ce sens par les États généraux? Tout à fait. Les mesures ont été proposées. Je crois que ça fait partie, bien entendu, d'un système, en tout cas, de transfert de compétences qui est déjà proposé. Mais au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait une communication soutenue pour un changement vraiment de comportement vraiment des bénéficiaires aussi. Puisqu'au fait, ce comportement est dedans que nous n'allons pas développer parce que nous avons aujourd'hui vraiment la responsabilité d'accueillir, comme on le dit en Bambara chez nous, comme c'est vrai. Alors que nous voulons, dans notre politique de santé, que Mogo Django Bato de Kata d'autres sola. En tout cas, l'accueil est très important. Déjà, quand on est bien accueilli, la maladie s'en va à 50%. On le sait, on le dit, comme je l'ai dit, dans les formations sanitaires, ça fait partie du cursus. Et dans nos systèmes de formation continue, il n'y a aucune formation en santé qui ne commence pas par, bien entendu, l'accueil. Mais j'avoue, vous savez, on a beaucoup décortiqué au cours de ces états généraux, on est entré en profondeur où on dit que vraiment, finalement, on parle même d'éducation dedans. Et qu'est-ce que c'est une éducation familiale, de conscientisation. De conscientisation. Donc, nous sommes en train quand même de travailler beaucoup là-dessus. On en est conscient, comme on le dit, on le positive, mais vous y travaillez. On y travaille. Et il y a une communication aussi qui s'impose. Nous avons terminé tout de suite un plan quand même de communication, c'est-à-dire pour la santé même, où vraiment le patient est au centre et au cœur même vraiment de ce plan pour un changement de comportement même aussi pour que, bon, j'ai vu tout de suite où on parle de charte, etc., mais nous parlons de le code en santé qui nous permet non seulement de connaître notre partition, mais aussi la partition aussi du patient en tant que tel, du bénéficiaire, disons-le comme ça. D'accord. Alors, professeur Keita, les urgences sont beaucoup sollicitées en la matière. Surtout le CHU Gabriel Touré qui est débordé. Il faut désengorger ces hôpitaux pour améliorer la prise en charge. Quelle peut être la stratégie adoptée à ce niveau? Je pense que c'est une réflexion qui avait été déjà faite lors de la table ronde de 2018. Et des propositions avaient été faites dans ce sens. De prendre comme exemple l'hôpital Gabriel Touré, d'en faire un centre spécialisé en matière de prise en charge des urgences, parce que pour que les gens se comprennent, les urgences c'est maximum 48 heures. On ne doit pas rester au-delà de 48 heures dans un service d'urgence. Après on t'amène à la réanimation. Donc ça c'est le jargon entre nous. Ce qui fait que cette réflexion est en cours et, bien sûr, va se poursuivre. Pour la pérennité, pour éviter cette surcharge des hôpitaux, l'hôpital Gabriel Touré est l'hôpital central et qui est moins excentré que l'hôpital du Pont-Jeu, de Kati ou de l'hôpital du Mali. Il faut décentraliser, madame, ces urgences au niveau de nos centres de santé de référence et des hôpitaux de district. Il faut les décentraliser. Deuxième élément, il faut mettre en place un certain nombre de stratégies de former aussi bien ce que nous appelons chez nous des urgentistes et des réanimateurs, pour que ceux-ci, dans ces structures décentralisées, puissent assurer cette prise en charge lorsque le patient arrive à ce niveau. Autre élément, c'est surtout la mise à disposition des médicaments entre guillemets dits d'urgence. Et que le patient n'aille pas chercher, qu'on lui tend l'ordonnance, qu'il aille faire le parcours dans toutes les pharmacies pour chercher ces médicaments, parce que l'urgence, c'est une question de vie ou de mort. Il faut que ces médicaments soient disponibles au niveau de ces structures décentralisées. Un autre élément, c'est également par rapport à la logistique. Je pense que Madame la ministre l'a dit tantôt, il faut que nous puissions arriver à mettre en place une logistique pour que quelqu'un qui est de sa maison puisse appeler un service logistique, on a parlé du SAMI, c'est le service d'aide médicale d'urgence, qui puisse aller à son domicile, le prendre et l'amener.
pas l'amener parce qu'en cours de transport, les soins seront en ce moment prodigués et il y a une communication autant avec l'hôpital Gabriel Touré qu'avec les autres services qui sont tout autour de nous. Voilà quelques éléments pour que cette urgence puisse être mieux gérée, mieux prise en charge et que nous puissions répondre, n'est-ce pas, aux attentes des populations dans ce domaine. D'accord. Il y a un point qui a été évoqué, Dr Guindo, tout à l'heure, le fait d'essayer de désengorger les hôpitaux vers les centres de santé de référence, mais les moyens ne suivent pas toujours. Il y a problème de spécialistes à ce niveau-là. Est-ce que l'État est arrivé à régler ce problème aujourd'hui? Ok. Merci beaucoup. Au niveau des centres de santé de référence aujourd'hui, pendant que les croix y étaient, moi-même j'y étais, aujourd'hui il n'y a pas, les 65 qu'on appelle le centre de santé de référence, il n'y a pas l'hôpital où il n'y a pas un spécialiste. Ça c'est en termes de ressources. C'est des hôpitaux secondaires? C'est des hôpitaux secondaires. Bon, on appelle les hôpitaux de district aujourd'hui dans la réforme. D'accord. Donc vous voyez, on a lancé pour la commune 4, ce qui nous a permis de relever le plateau technique de la commune 4 en termes d'équipement, mais en termes de ressources humaines, pour que réellement on puisse désengorger au maximum vraiment comment il s'appelle, l'hôpital Gabriel Touré. Et spécifiquement de l'autre rive là, nous sommes en train aujourd'hui de construire en tout cas une urgence au niveau de la commune 5 qui va voir le jour peut-être dans 1 ou 2 mois. Encore une fois, plus l'hôpital du Mali. Donc on peut prendre en tout cas ceux qui sont, je crois c'est la rive droite là, peut prendre ça. Et Gabriel Touré aussi bien que la commune 4 aujourd'hui qui est au point, puisse en tout cas prendre cela. Mais comme on est en train de parler de SAMU, etc. aussi, mais il vient de le dire, logiquement, dans la gestion en tout cas des urgences aujourd'hui, que l'hôpital Gabriel Touré nous sert d'organe de régulation, c'est-à-dire essayer de faire une sorte de bon dispatching entre les hôpitaux selon la spécialisation des hôpitaux, puisque nous allons en venir à ces réformes, essayer de spécialiser les hôpitaux dans la prise en charge des différentes maladies. Donc si on dit traumato, c'est-à-dire s'il y a les accidents, les traumatos, ça sera à CATI, etc. CATI, si c'est cardio, ça sera référé ainsi de suite. Donc une sorte d'organe de régulation qui sera bien entendu nanti non seulement à moins de communication, mais aussi à moins non seulement de locomotion aussi, et qui les permet vraiment à ce que il y ait moins de contact entre le malade, bien entendu, et les prestataires, et que cela soit une sorte de paquet de services offerts en tout cas aux patients en matière d'urgence. Et c'est ça qui est le véritable problème aujourd'hui, puisque au fait tout est urgent aujourd'hui. Et puis la pyramide sanitaire, on sait bel et bien que c'est pas respecté. Nous avons des problèmes. Nos hôpitaux font face à des maladies, plus de maladies simples que des urgences, ce qui augmente leur vraiment rythme de travail très élevé, pendant que vraiment leur rôle c'est de faire face vraiment aux urgences. Alors que notre politique, la base fondamentale de notre politique, c'est la prise en charge des maladies à l'état simple, pour réduire au maximum les dépenses en matière de santé. Mais comme Gabriel Touré c'est devenu une grande politique, alors donc c'est une question de... Vous comprenez, nous connaissons ça. Quand tu ne vas pas au Gabriel à Bamako ici, surtout pour nous autres de Misra et Médine, on sait. Peut-être qu'on a plus confiance parce qu'il y a plus de spécialistes là-bas. Quand on va dans les CCRF, on a 15 spécialistes. Il y en a beaucoup de spécialistes aujourd'hui, vraiment au niveau des CCRF, surtout à Bamako. Vraiment, ils sont pourvus et les médecins-chefs au niveau de ces CCRF ont des centres de santé qu'on appelle hôpitaux de district, ont même développé des politiques. Aujourd'hui, les spécialistes qui ne sont pas là-bas de façon permanente, ils essaient de contracter avec ceux-ci pour les donner des temps bien entendu, de consultation et de prise en charge pour combler vraiment ce vide. D'accord. Alors, l'accueil et la prise en charge, Dr Samake, comment est-ce qu'il faut réorganiser les hôpitaux à votre avis? Merci beaucoup. Bon, je dirais les établissements de santé, parce que cet accueil doit se faire partout, à tous les niveaux. Mais pour le moment, c'est au niveau des hôpitaux. Bon. Les urgences sont gérées au niveau des hôpitaux. Oui. Permettez-moi, parce que je suis quelqu'un qui est système de santé. Allez-y. Mais difficile de me cantonner. Nous, on est là pour la compréhension. Voilà, parce qu'en en fait, on est dans un système de santé où les urgences et même l'hôpital sont un compartiment. D'ailleurs, l'essentiel de la problématique santé se passe normalement autour des structures périphériques qui sont considérées comme des petits centres, mais c'est là-bas
où la population, la majeure partie de la population consulte, et tous ces indicateurs dont nous parlons en négatif, c'est là-bas que ça se passe. C'est pourquoi je parle du système. Donc, pour revenir à la question de l'accueil, je pense que tous les deux ont vraiment mis le doigt sur la chose. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en plus, il y a les questions de communication, mais il y a même le problème de la réorganisation des services. Parce que ça, c'est très important. Parce que les gens viennent parfois, ils sont perdus, ils ne savent pas comment faire. Il n'y a pas que seulement parler aux gens, mais les gens, d'abord, quand ils viennent, il faut entrer à l'hôpital, ils se sentent déjà en sécurité, même à l'hôpital, là où ils viennent se confier, ils sont rassurés. Ensuite, vient aussi le fait que le service même doit être organisé de manière à ce que la réactivité du dispositif qui est à l'intérieur puisse répondre aux besoins en tout cas de la personne qui vient les consulter. Donc ça, je pense que c'est un volet important. Et peut-être que ça, ce n'est pas écrit directement dans les documents, mais c'est dans le déroulé de l'organisation des sous-activités qui vont se passer, qui vont nous amener à l'organisation des services, entre autres. Maintenant, il y a la culture aussi, la communication, et ce qu'on appelle l'empathie. Ça, c'est à un autre niveau, où vraiment tout se fait autour du patient, qui se sent vraiment en sécurité et vraiment rassuré d'être à l'hôpital. Alors, toujours par rapport à l'organisation dont ils ont parlé, moi j'ai eu la chance et l'opportunité d'être secrétaire général au moment où on parlait de cette table ronde. J'avais commencé le travail, j'étais président de la commission de réforme, où la question avait été abordée. On était parti même, en tout cas, c'était très avancé, et je pense qu'on va y venir aussi. Ça, c'est la continuité et la capitalisation des acquis au fil du temps, qui est aussi un autre problème auquel nous devons veiller. Et donc, je disais que ce n'est pas que les urgences, il y a même les domaines de spécialité. Et cela demande à s'intéresser au réseau d'établissements sanitaires dans le système. Par exemple, ce n'est pas normal que tout le monde vienne faire de la gynéco à Gabriel Touré, tout le monde aille faire de la gynéco à Kati, tout le monde aille faire... Donc, à un moment donné, il faut rationaliser un peu tout ça. Il y a des hôpitaux qui sont spéciaux. Mais ça demande en amont, les centres de santé de référence dont ils ont parlé, vraiment d'y mettre le paquet pour que ceci puisse filtrer. Parce qu'aujourd'hui, vous partez à Gabriel Touré, vous trouvez des gens qui viennent consulter pour des choses qui ne doivent pas venir à Gabriel Touré, qui doivent se faire dans les centres de santé. Parce qu'ils ne le savent pas. Mais faut-il que cette information circule à l'unisson avec les maires, ça implique tout le monde, et aussi que le paquet en tout cas de prestations, aujourd'hui il y a plein de spécialistes, donc je pense qu'il y a tout ça. C'est pourquoi je parle beaucoup derrière ça en termes opérationnels de questions de réorganisation. D'accord, c'est compris. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Juste quelque chose par rapport à l'accueil et l'orientation. Je parle de notre vécu, Madame Bathily. Oui. Quand vous allez chez le praticien, depuis la porte, il vient vous accueillir. Il demande à sa femme de vous tendre la natte. On vous amène de l'eau, vous buvez. S'il a une cola, il la casse en deux, il vous tend la moitié. Mais déjà, le monsieur s'est dit, mais moi je suis bien là. Il est ensuite, on vous demande rassuré. Les nouvelles du jour. C'est après ça, on vous dit, mais monsieur, madame, pourquoi êtes-vous venu me voir? Cet accueil fait que, comme l'a dit le secrétaire général, 50, et que vous l'avez dit, madame, 50% déjà de la maladie est partie. Tout simplement parce que nous le disons dans notre jargon, madame, on sait que 30% des problèmes de santé que nous avons sont des problèmes psychosomatiques, c'est-à-dire c'est dans la tête et ça se récupère, ça se répercute plutôt sur le corps. Donc, notre formation que nous avons réussi, Dr Samaki, Dr Guindou et moi-même, madame, nous avons une formation pasteurienne qui nous a amené à nous focaliser sur la maladie en oubliant l'homme. Or, l'homme est d'abord l'enjeu principal. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, docteur Guindou, il y a deux éléments importants qui ont été notés dans le reportage tout à l'heure. Ça, c'est l'environnement des hôpitaux, vous en avez parlé, et la modernisation des infrastructures sanitaires. Madame en parlait tout à l'heure. Ce sont des recommandations à long terme ou c'est immédiat?
On est là-dessus déjà. Nous sommes en train quand même, je crois que, d'équiper au maximum vraiment les établissements et les hôpitaux pour répondre vraiment à la prise en charge des urgences. Et vous comprenez, avec surtout, c'est vrai qu'il y a une rareté des ressources, c'est vrai, mais au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui, en tout cas, renforcés par les œuvres sociales, en tout cas du président de la transition, qui est en train quand même de nous aider, surtout en matière énergétique, qui nous a posé beaucoup de problèmes en 2024. Mais aujourd'hui, nous avons, au niveau vraiment de l'énergie, on est en train quand même de maîtriser cela. Et surtout, les gros équipements, puis comme on vient de le dire, nous avons vu, surtout au niveau des hôpitaux, comment équiper les hôpitaux. On ne peut pas, vient de le dire, comment rationaliser au niveau des hôpitaux. Ne pas amener les mêmes équipements au niveau des hôpitaux, les mêmes spécialistes au niveau des mêmes hôpitaux, dans tous les hôpitaux, au fait, dont les moyens c'est très difficile. C'est vraiment de faire une spécialisation et selon les moyens, et mettre un bon système de référence, évacuation, entre bien entendu les différentes structures depuis la base. Vous savez, le système du Mali, comme Croix vient de le dire, ça va jusqu'au niveau ménage. Bon, nous avons jusqu'au niveau ménage, et tout simplement parce que, comme je l'ai dit, notre vœu, c'est vraiment d'aller au niveau de nos structures, de nos établissements de santé, pendant que la maladie est à l'état simple. Donc, prise en charge soit par des agents de santé communautaire ou bien les directeurs techniques, et qui doivent évacuer au niveau, bien entendu, des CCRF. Vous savez, pour répondre encore une fois, renforcer vraiment par rapport à l'accueil, nous avons des modules qui parlent d'humanisation, et bien de dire l'humanisation vraiment de la prise en charge, surtout au niveau quand même de nos hôpitaux, parce que le plus souvent c'est en cas d'urgence que les gens en tout cas parlent de cela. Et cela est aussi dit au recours tardif. Vous savez, le diagnostic est fait. Le recours tardif, quand on essaie chaque fois, à chaque décès, au niveau de nos hôpitaux, à chaque événement en matière de santé, nous faisons ce qu'on appelle l'audit. Et le plus souvent, cet audit nous permet vraiment, au niveau communautaire, nous permet de savoir qu'il y a toujours un recours tardif à nos structures de santé. Car cela ne tient, comme je l'ai dit. Une fois que vous franchissez, en tout cas la porte de l'hôpital, il vient de le dire, vous devez être assuré. Et c'est là vraiment, c'est notre rôle de vous mettre en confiance et de vous traiter. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Merci. Alors, on va parler, on avait déjà commencé à parler des équipements médicaux, on va renforcer ça maintenant. Il joue un rôle très important dans le système de santé. L'État a fait de son mieux. Je vais rester avec Monsieur le secrétaire général, avec on note des centres de dialyse qui ont été offerts par le président de la transition. Mais nos hôpitaux manquent d'équipements de pointe. Les spécialistes sont là, mais ils n'ont pas de matériel de travail. Le scanner, l'IRM, pour un bon traitement, il faut un bon diagnostic. Tout à fait. Quel est le remède à ce niveau? Alors, donc le remède, c'est tout simplement, vous savez, comme je viens de vous le dire, vous savez, les IRM, scanner, radio, c'est devenu en tout cas quelque chose de, une sorte, bon, je ne dirais pas de mode, mais la technologie nous demande aujourd'hui d'être à la pointe et d'être à jour, en tout cas par rapport à cela. Mais c'est des équipements qui coûtent hyper cher, très sensibles, et surtout en matière vraiment d'électricité, où il faut en tout cas l'électricité de façon très continue. Nous avons vu, comment il s'appelle, pour vous donner en tout cas une illustration seulement, l'IREM qui se trouve à Kati, le directeur a été obligé non seulement de payer un groupe spécifique, recruter en tout cas quelqu'un spécifiquement pour ce groupe pour qu'il y ait de l'énergie continue, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Donc pour ce faire, nous avons, comme on le dit, c'est vraiment aujourd'hui de renforcer les équipements des établissements de santé, surtout l'hôpital du Mali par exemple, nous l'avons pris, nous l'avons équipé à hauteur de souhait en matière vraiment de diagnostic. Nous avons pris Kati, encore une fois, pour le renforcer encore une fois en matière vraiment d'équipement, et il y a un plan pour le Gabriel, aussi bien l'hôpital dermatologique, et il y a un plan vraiment d'équipement qui est là. Donc ce plan est là et on est en train de faire le plaidoyer auprès en tout cas du gouvernement, mais aussi des partenaires pour renforcer vraiment ces équipements. C'est vrai que quand il y a, moi je suis cardiologue au Gabriel, on me met à Gao cardiologue, donc je vais demander toujours de l'écho comme l'autre. Donc c'est ce que Dr Salif était en train de dire, comment rationaliser encore une fois
non seulement les ressources humaines, mais aussi les équipements, afin qu'il y ait en tout cas un bon système de référencement. Sinon, il n'y a pas de plan, on va toujours parler d'équipement. Sinon, au Mali, on est plus ou moins équipé, mais c'est la maintenance qui nous pose un peu de problème. Ça, c'est clair et net. Et c'est dans notre réforme comment mettre même une sorte d'agence qui va s'occuper vraiment des maintenances. D'accord. Docteur Samake, les équipements sont très importants dans le travail des médecins? Extrêmement importants. Mais il ne faut pas aussi ne rien faire quand il n'y a pas des équipements de pointe. Ça, il faut aussi oui, mais quand on fait un diagnostic, par exemple, ce sont les analyses qui confirment. Oui, parce que quand vous dites l'équipement, ce n'est pas que les analyses. C'est pourquoi c'est un élément des équipements. Voilà, il est extrêmement important. On doit suivre l'évolution dans le temps, la technologie, mais je suis juste en train de dire qu'il est extrêmement important aussi de ne pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas l'équipement de pointe. Je le dis, bon, on n'a pas le temps de développer tout ça, mais c'est important. Ça, c'est un autre débat. Je reviens sur les équipements. Parce que ce que je dis, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas d'équipement. Au contraire, je suis pour les équipements. Mais on connaît les contextes de nos pays. Et pour beaucoup de raisons, je pense que chacun de nous ici a travaillé en milieu rural avant de venir. On a vu aussi qu'avec peu de choses, on peut faire aussi beaucoup. Seulement, il faut garder cela en mémoire. Maintenant, le problème sur lequel je voulais insister par rapport aux équipements, je pense qu'il y a des réflexions en cours et qui méritent d'être approfondies. Parce que, d'abord, il y a la réflexion qui consiste à voir comment harmoniser même les types de matériel qu'on essaie d'acquérir pour le pays. Parce que si vous regardez, vous allez trouver que le même type d'équipement, on a des équipements de marques complètement différentes et chaque marque a peut-être son système de maintenance et vous voyez un peu comment ça c'est intenable pour un pays comme le nôtre. Donc je pense qu'il y a matière à réflexion pour réfléchir comment sur tout ça on peut faire des achats plus groupés et ça permet même de mieux négocier avec les fournisseurs des prix compétitifs et même discuter de la problématique de la maintenance. Si vous avez les mêmes équipements importants dans tous les pays, je pense que c'est plus facile à trouver de la maintenance. Et aussi insister sur la maintenance préventive, parce qu'on est toujours dans la maintenance curative. On attend que l'appareil soit à bout de souffle et il est bloqué. Or, il y a des appareils, avant d'arriver, il y a une maintenance préventive, régulière, qui doit se faire pour accompagner l'équipement pour qu'il ait une durée de vie plus importante. D'accord. Voilà. Professeur Keita, votre avis par rapport à cette question d'équipement dans le travail des médecins, d'un professionnel de santé, si on peut le dire ainsi? Excessivement important et je dirais indispensable. Juste 2 points. Le premier, par rapport à la possibilité d'équipement qui peut être fait sous forme d'achat groupé, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Samake. Au lieu que l'hôpital Gabriel Touré, Point G ou l'hôpital de Kati puissent faire chacun leur commande, ils le feront en achat groupé. Ceci va permettre d'avoir, entre autres, le fait que le prix, au lieu que ce soit 100 francs, ce sera à 50 francs. 2, en matière de diversité des équipements, on aura 2, maximum 3 types d'équipements. 4e élément, la maintenance, ils ont parlé de cela, je suis parfaitement d'accord à ça, mais il faut qu'au Mali, nous puissions dans les années à venir créer une école concernant la formation et la maintenance des équipements médicaux. Il le faut. Obligatoirement. Obligatoirement, c'est cela qui va nous permettre à terme qu'on n'appelle pas quelqu'un qui vienne ailleurs parce qu'il y a un truc qui est tombé en panne. Nous avons des compétences en la matière au Mali ici. Dernier élément, madame, sur lequel je voulais peut-être terminer par rapport aux équipements. Je crois que le docteur Samake l'a dit, par rapport au niveau, selon que ce soit au niveau des centres hospitaliers universitaires, qui sont notre centre de référence, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de district, les différents types d'équipements sont spécifiés dans les documents du Mali et on ne peut pas demander à avoir, par exemple, madame, un scanner, mais
au niveau d'un CSCOM. On va dire non, parce que le niveau d'équipement là-bas n'est pas celui-ci, celui-là. Il faut l'adapter au contexte. Il faut l'adapter au contexte et à la hiérarchie également de réfèrement des malades par rapport aux structures de prise en charge. D'accord. On note également la nécessité de renforcer le financement du secteur de la santé, en particulier par des investissements accrus de l'État et des partenariats publics-privés. Il y a peu de spécialistes pour un bon nombre de populations. Monsieur le secrétaire général, le quota de recrutement des spécialistes doit être augmenté à ce niveau. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour cela, je crois que nous sommes aujourd'hui à 6 professionnels de santé pour tout confondu, pour 1000 habitants, contrairement aux normes, en tout cas fixées, je crois c'est 23, donc par l'OMS. Bon, ça c'est les normes standards. Je me dépêche le plus souvent pour dire en tant que gestionnaire, en tout cas aujourd'hui administratif, que le Mali, dans sa politique bien entendu, de combler tout cela, donc a créé un système pyramidal qui confie la santé d'une portion de la population à un professionnel de santé. C'est-à-dire, si tu es DTC, directeur de centre de santé communautaire, tu as la responsabilité d'une portion, c'est-à-dire une population donnée, qui a vraiment cette santé. La responsabilité de cette santé, mais qui consiste à faire quoi? Non seulement à consulter, à prendre les maladies que tu peux prendre et qu'on t'a donné sur le plan normatif. Et maintenant, après avoir dépassé cela, ce n'est pas ça. Même si on met un professeur agrégé tout de suite en pneumologie, on le met dans un CESCOM, on lui dit de s'arrêter là, même s'il connaît, parce que les normes lui disent vraiment il faut s'arrêter là, selon bien entendu les équipements et selon bien entendu les normes qu'on a fixées quand même par rapport aux maladies prises en charge là-bas. Et donc, il y a un système de référence qui te permet de dire allez là. Donc, le Mali a opté pour ça, pour combler un peu, bien entendu, pour que réellement, sur le plan géographique, chacun puisse bénéficier des soins de qualité. Mais qu'à cela ne tienne, on sait bel et bien qu'il y a un déficit de personnel, en tout cas en matière de santé, et une très mauvaise répartition aussi, il faut le dire très rapidement. Et c'est pourquoi je crois que dans le document, nous avons dit pour combler cela, il faut au moins 5000 agents, tout confondus, qui doivent être recrutés par an. Et d'ores et déjà, nous sommes en train quand même de faire des plaidoyers et au niveau bien entendu du gouvernement. Je crois que Madame le ministre a fait beaucoup focus sur ça, en remettant en tout cas le document au président de la République, de la République. Et donc, qui, en ce moment, le plaidoyer va se poursuivre et à chaque fois, bien entendu, qu'il y a concours d'entrée à la fonction publique, nous faisons ce qu'on appelle les expressions de besoin. Soit disant au passage que ça ne s'arrête pas tout simplement au recrutement à la fonction publique des collectivités ou bien fonction publique, non. Il y a d'autres sources aujourd'hui, encore une fois, où nous allons explorer, on va parler de partenariat public-privé, il y a les collectivités, il y a les mairies, il y a les ONG, et il y a même la communauté aussi, pour relever vraiment le niveau de leur CESCOM, qui peuvent aussi recruter du personnel. Donc c'est vraiment la sommation de tout cela qui va nous permettre encore une fois d'accroître le nombre, encore une fois, de personnel et surtout de personnel qualifié. Et qu'est-ce qui va être fait dans le sens de diminuer, par exemple, les gens qui se réfèrent toujours à l'extérieur pour des traitements parce qu'il n'y a pas de spécialité, même s'il y a la spécialité, il n'y a pas d'équipement adéquat pour certains traitements sur place ici. Tout à fait. On est tenté d'aller vers la Tunisie, par exemple. Ok, merci beaucoup. Sauf, je dis encore une fois, toujours le départ sur la Tunisie n'explique pas vraiment, encore une fois, l'incapacité de prise en charge au Mali. Et je suis au regret quand même de le dire encore une fois, quand on essaie, on a fait, quand on voulait faire l'hôpital, on veut faire l'hôpital de 4e référence, uniquement pour réduire au maximum les évacuations sanitaires. Mais à partir de l'analyse, on a fait une analyse de situation pour voir les causes, bien entendu, d'évacuation à l'extérieur. Quelles sont les causes majeures où aujourd'hui on ne peut pas trouver ici des spécialités. C'est ce qui a fait que, en tout cas, l'hôpital de 4e référence sera basé sur ça, pour que réellement nous puissions en tout cas réduire cela. On connaît les causes, les véritables causes, il faut le dire, les véritables causes de référence où la spécialité ne se trouve pas au Mali. Et donc, la première année, en tout cas, de l'hôpital de 4e référence sera sur ça. Mais qu'à cela ne tienne aussi, en perspective, nous avons vu l'hôpital militaire
aujourd'hui. On vient de terminer tout de suite la carte hospitalière. L'hôpital militaire, on veut l'amener, bien entendu, à s'équiper de telle sorte que cela peut jouer, encore une fois, sur les évacuations sanitaires hors pays. Donc, en ce moment, c'est déjà connu, c'est répertorié, et l'analyse est connue aujourd'hui. Les causes, les véritables causes, comme je l'ai dit, je répète encore une fois, les véritables causes d'évacuation sanitaire à l'extérieur, on est en train quand même de les prendre en compte. Et qu'est-ce qui va être proposé au niveau de l'hôpital militaire qui empêche le patient de se référer à la Tunisie, par exemple, en Tunisie, par exemple? Alors, comme je l'ai dit, les spécialités qui nous demandent, qui exigent à ce qu'on aille, donc c'est de vraiment les créer au niveau vraiment de l'hôpital de 4e référence. Okay. Et aujourd'hui, ce sont ces négociations qui nous permettent de rehausser le plateau aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on a, et ça c'est à court terme. Donc l'hôpital militaire qui est plus ou moins fini, pour que heureusement on puisse en tout cas le mettre à niveau, encore une fois, pour jouer de façon maximum sur ces évacuations. Mais nous avons aussi en perspective la construction d'un hôpital de 4e référence, et où, bien entendu, nous avons étagé, si vous voulez, les constructions. Première année, nous allons faire, bien entendu, soit les traumas sanitaires, la chirurgie cardiaque, et parce que nous savons bel et bien que ce sont vraiment ces pathologies qui amènent beaucoup les gens à partir à l'extérieur. D'accord. Alors, professeur Keita, la mise à jour des praticiens est un impératif. Je ne vous l'apprends pas. Les États généraux l'ont recommandé. Quels sont les programmes de performance qui peuvent être mis en œuvre aujourd'hui? Madame, si vous pouvez répondre à la question, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire la médecine qui évolue aujourd'hui. Il faut une formation des praticiens pour les mettre à jour. Quels sont les programmes de performance qui peuvent être mis en place aujourd'hui par le Mali? D'accord. Je pense qu'il y a la stratégie des ressources humaines qui est arrivée à échéance, je crois, c'était l'année dernière, je parle sous le couvert du secrétaire général, qu'il va falloir évaluer et ensuite donner une autre nouvelle stratégie qui puisse prendre en compte les éléments que vous avez indiqués tout à l'heure. Je dirais, madame, qu'il y a deux volets. Les ressources humaines en quantité et en qualité, on l'a dit tout à l'heure, elle est insuffisante. Ici, on a 23 personnels pour 10 000 habitants. Au Mali, c'est 6 pour 10 000. Et sur ces 6 sur 10 000, madame, la moitié exerce à Bamako. Et l'autre moitié, c'est pour le reste du Mali. Donc, il y a une inéquité dans également cette distribution des ressources humaines. Pour en revenir à votre question, il y a d'une part les instituts de formation, vous comprenez madame, qui ne relèvent pas directement toutes du ministère de la Santé. Je prends par exemple les facultés de médecine, de pharmacie et d'odonto, qui relèvent du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, et d'autre part, nous avons le ministère de la Santé. L'un forme pour l'autre. Et souvent, à la sortie de cette formation, ces personnes formées ne répondent pas spécifiquement aux besoins exprimés par le ministère de la Santé, parce que les deux institutions, certes, se voient, mais se parlent très peu. Donc, il faut que ces deux institutions se parlent pour que celui qui forme puisse convenir aux besoins de celui qui reçoit, qui va les utiliser. Ceci est un point qui va évoluer, et par rapport à cela, je dirais que les institutions, les autres écoles de médecine, qu'on dit paramédicales, il y a dans la capitale ici, je crois qu'il y a plus de 200 écoles de formation paramédicale. Et d'après les derniers résultats de notre direction en charge des ressources humaines et également l'inspection de la santé, qui a relevé que, madame, les trois quarts je dis, de ces écoles de formation ne sont pas en règle. Vous comprenez, madame, ce que je veux dire? Je comprends. 3 quarts des écoles de formation qui existent actuellement ne sont pas en règle. Donc, il y a un problème qu'il faut se poser. Et par rapport à cela, maintenant, prendre des dispositions
pour que nous puissions avoir des personnes des ressources humaines de qualité, madame. Ceci est excessivement important. Dernier point, la formation continue, madame. Merci. Ceci est excessivement important, madame, parce que vous savez, en matière de médecine, en santé, on dit tous les 5 ans, 30% des connaissances médicales évoluent. Tous les 5 ans. D'où le besoin de formation continue, autant pour les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, les infirmières, les sages-femmes et autres. Et j'ai discuté avec le secrétaire général, avec le directeur des ressources humaines, s'il y avait une stratégie de formation continue. Il m'a dit, il y en a. J'ai dit, est-ce qu'elle a été révisitée? Il m'a dit non. Maintenant, pour que nous puissions mettre en place une stratégie de formation efficiente, c'est-à-dire depuis le niveau central jusqu'au niveau des différentes régions. Par exemple, ce que nous pouvons avoir comme priorité de santé ici à Bamako, madame, ne seront pas les mêmes que les priorités de santé de Gao. Donc, le directeur régional de la santé va exprimer les problèmes prioritaires pour lesquels son personnel a besoin de formation. Vous me direz comment on va le faire. Comment on va le faire? Il n'y a pas de bâton magique. Ça va se faire par complémentarité avec l'institution de formation qui sont nos facultés de médecine, nos enseignants qui sont là, qui peuvent, en collaboration avec le ministère de la Santé, faire une convention où ils peuvent aller former les gens de Gao. D'accord. Mais à 30% de théorie et à 70% de pratique. De pratique, d'accord. Docteur Samake, sur la question de recherche aujourd'hui, ce secteur est confronté à un problème de financement. Qui doit faire quoi pour que la recherche puisse vraiment marcher au Mali? Je peux réagir un peu. Les médecins sont toujours comme ça. C'est un peu difficile. Je voulais juste ajouter, si vous permettez. D'accord, ok, allez-y. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Par rapport aux ressources humaines. Non, c'est pour dire que la problématique des ressources humaines est très très complexe en fait. Parce qu'il y a la question de la formation, il y a la question du recrutement, il y a la question du redéploiement, il y a la question de la rétention et même de la fidélisation, j'allais dire, au poste. Et tous ces compartiments-là sont des blocs à part qui souvent ne sont pas questionnés et les ressources humaines sont abordées sous un seul angle, en forme. Voilà. Et il a dit, il y a le nombre de ressources humaines formées par le secteur privé, où la régulation est faible, est plus élevé que ce qui est fait par le système public. Vous voyez déjà. Donc, l'analyse du marché du travail, parce que c'est ça qui est en tout cas la base sur laquelle qui doit renseigner les vrais besoins de formation. Parce que le marché du travail a besoin de tel profil et tel profil et tel profil. Et souvent, il n'y a pas d'adéquation à ça. Et s'il y avait cela, c'est quelque chose qui pourrait être un élément de base du dialogue entre les deux institutions pour pouvoir vraiment améliorer cette question. D'accord. Maintenant, par rapport à la recherche. Question, oui. Par rapport à la recherche, c'est les grands chercheurs qui devaient être posés. Mais la recherche est extrêmement... Oui, non, je sais qu'il est friand de cette question, c'est pourquoi je parle comme ça. Oui, mais je dis que la recherche est vraiment, elle mérite encore d'être davantage soutenue. Et il faut dire déjà qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche. On a beaucoup d'institutions de recherche qui sont soutenues, souvent par des organisations extérieures. Je prends pour exemple, vous avez vu cet arrêt des financements américains qui a porté un grand coup à beaucoup d'institutions de recherche qui étaient adossées à ça. Donc ça veut dire que il est important qu'au niveau domestique, qu'on pense vraiment à dédier en tout cas une part importante, parce que c'est la recherche qui éclaire toutes les actions que les praticiens devraient mener pour vraiment conduire leur travail à bon port. Domestiquer, ça veut dire chercher une solution à l'interne ici? Oui, je parle des ressources internes, les ressources d'État, ce que j'appelle les ressources domestiques. Voilà, et aussi aider les chercheurs eux-mêmes à mobiliser aussi des ressources pour les recherches, parce qu'en les accompagnant, ils peuvent aussi développer des protocoles importants qui sont vendables et qui pourraient intéresser d'autres organisations et autres. Je pense que tout ça, c'est des pistes qui doivent être vraiment approfondies
pour que la recherche puisse. Il y a un potentiel énorme. Et aussi, il y a peut-être quelque chose aussi sur lequel qu'on devrait faire. Il y a beaucoup de recherches qui sont encore dans les tiroirs. Je crois qu'avec un accompagnement pour faire connaître les résultats de ces recherches-là, me paraît extrêmement important. Parce que vous voyez que souvent, il y a de nouveaux protocoles sur des choses qui ont été déjà faites il y a longtemps, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ce n'est pas questionné, donc on est en éternel recommencement. D'accord, on va faire réagir le professeur par rapport à la question de recherche. C'est vrai que, comme il le dit, il faut qu'il y ait des mesures, je ne sais pas, ou bien comment on appelle ça, il faut qu'il y ait comment on appelle, le ministère s'investisse, il faut que les chercheurs eux-mêmes s'investissent par rapport à cette question, parce que quand ça vient de l'extérieur, il peut y avoir des règles dictées par rapport à cela. Quelle est l'alternative à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la recherche avance? Je dirais 3 éléments. Le premier élément, on dit des chercheurs, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Pour faire simple, je dirais tout simplement que pour qu'il y ait recherche, il faut que nous ayons un pool de jeunes, hommes et femmes, qui soient formés aux méthodologies de recherche. Ça, c'est un élément fondamental sans lequel on ne peut pas avancer. Il y a différents domaines, je ne vais pas rentrer dans ces domaines-là. Ça, c'est le premier élément qui est fondamental. Le deuxième élément est que, un constat est que la plupart des recherches qui se font au niveau des facultés de médecine, pharmacie et odonto sont pratiquement cliniques. C'est-à-dire ne sont pas spécifiquement orientées vers le besoin de santé publique exprimé par le ministère de la Santé pour qu'on sorte un tout petit peu de nos cliniques pour aller sur le terrain et répondre à ces besoins-là. Troisième élément qui pour moi est également fondamental, Salif en a parlé, c'est quel financement. Quel financement peut-on trouver pour que ces recherches puissent être non seulement financées, mais également qu'on puisse trouver des solutions pour qu'on puisse les vendre. Autrement dit, qu'on puisse faire en sorte que cette recherche puisse apporter quelque chose au pays et également aux chercheurs. D'accord. Par rapport au deuxième point, madame, je dirais que nous avons nécessité qu'il y ait une collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur, dont dépendent nos chercheurs, et le ministère de la Santé, pour que le ministère de la Santé puisse exposer devant les facultés, nos chercheurs, nos machins, leurs besoins de santé, les besoins de recherche. Et que simplement, on peut continuer à faire la clinique, mais voilà nos besoins, et voilà ce qu'il faut faire dans ce cadre-là. Je terminerai par un point, madame, qui pour moi est également important, c'est que dans le cadre de la formation continue dont je vous ai parlé, et par rapport aux dispositions du ministère de la Santé concernant nos centres de santé communautaires et également nos hôpitaux de district, la recherche est une composante essentielle qui est confiée au personnel à son niveau. Qu'on puisse également non seulement les former, mais également les former aux méthodologies de recherche, parce que c'est de là que les recherches de base, les recherches de pointe vont être développées. D'accord. Monsieur le secrétaire général, j'ai retenu 2 recommandations prioritaires: l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé et la promotion du secteur privé de la santé. Que devons-nous comprendre? Alors, donc, l'intégration de la médecine traditionnelle, on le sait bien, de toute façon, la médecine traditionnelle, on le sait, le premier contact quand on tombe malade, ça c'est vraiment ce qu'on appelle les tradithérapeutes. Et donc, comment les organiser par rapport à ça? Vous savez, la médecine traditionnelle, on avait une division de médecine traditionnelle, en tout cas au niveau de l'INSP, qui est devenue aujourd'hui une sorte d'institut même. Et l'institut, et du coup, cela va m'amener bien entendu à rejoindre en tout cas les 2 grands frères qui parlent maintenant de recherche. Ce sont vraiment ces produits de recherche qui doivent être consommés bien entendu par la santé, surtout en matière de médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle, c'est aussi organisé bien entendu à la base pour qu'il soit un tout petit peu inclus
dans le premier contact, c'est-à-dire au niveau des CESCOM. Pourquoi pas? C'est des réflexions qui sont là, les réformes. Pourquoi pas ne pas les utiliser comme les agents de santé communautaire? Pourquoi pas ne pas les utiliser comme des relais en tant que tels? Parce que toujours, c'est les premiers contacts, ce sont eux qui résident là-bas. Et les mettre dans un système de référencement, ça, c'est des références. Et au-delà de ça, l'utilisation, ça, c'est un peu comment la recherche, comment moderniser encore une fois les produits de la médecine traditionnelle. Donc en ce moment, ils seront inclus dans le paquet et dans le maillage en ce moment, comme vraiment nous avons un système échelonné, et donc on peut les prendre bien entendu dans le premier échelon, pourquoi pas. C'est des réflexions qui sont là, mais encore une fois, et même de pointe le plus souvent, vous savez, la médecine traditionnelle, c'est notre façon de faire, encore une fois, c'est de réglementer, essayer vraiment de chercher de bons textes, essayer de bel et bien réglementer et de les organiser. Et donc, je crois que c'est cela qui a commencé. Maintenant, parlant maintenant de privé, le poids vraiment des privés, c'est connu, des médecines privées, mais comment les organiser? Nous avons le texte aujourd'hui révisé, qui va passer bien entendu dans les mailles de validation tout de suite, parce qu'on l'a révisé, pour que réellement l'État puisse en tout cas avoir un œil sur non seulement la qualité des services offerts, la fixation bien entendu des coûts, et encore une fois comment, sinon le poids est connu, et comment valoriser vraiment leur intervention dans le système en tant que tel. D'accord, on va finir sur les perspectives, il ne nous reste pas assez de temps. Le ministre l'a évoqué, je reste avec vous, monsieur le secrétaire général, dans l'interview qu'il y aura un suivi des recommandations. Oui. Ça voudrait dire que les recommandations ne vont pas dormir dans les tiroirs? Du tout. Ils ont dit un tout petit peu, ça commence, les états généraux coïncide avec notre cycle de planification. Donc cela va introduire, ce ne serait pas une sorte vraiment de recommandation qui est là déposée, mais ce sont ces recommandations qui seraient la base fondamentale de l'écriture de notre PDDS, voire maintenant PRODES. Et il y a dans ce PRODES-là, il y a ce qu'on appelle un comité de suivi qui est là, et donc qui peut être activé et qui va être bien entendu centré rien que sur les activités qui est là. Et ça c'est deux. Maintenant, Madame le ministre, de son retour, déjà, on était en réunion avec le groupe du dialogue santé, c'est pour dire maintenant, amener tous les partenaires, en tout cas, à épouser les recommandations vraiment de cela et orienter leur activité, bien entendu, sur ces recommandations qui deviennent, bien entendu, une sorte de boussole quand même pour nous. D'accord. Professeur Keita, il faut des programmes spécifiques vraiment pour la mise en œuvre de ces recommandations. Est-ce que les États généraux ont proposé dans ce sens? Je vais dans le même sens que le docteur Guindo, par rapport aux perspectives. Les recommandations ont été déclinées en 3 phases, 3 étapes. La première étape à court terme, dans les 2 années à venir. La deuxième étape à moyen terme, dans les 5 années. Et la troisième étape à la fin de la décennie, en 2034. Voilà les 3 grandes étapes de mise en œuvre, n'est-ce pas, des recommandations. Et par rapport à ceci, vous avez sûrement pu avoir dans le résumé que nous avons établi, à court terme, nous avons non seulement des interventions ou des activités qui sont à la fois politiques, stratégiques et opérationnelles. Je vais vous donner juste un exemple, madame. Dans le cadre politique, il a été indiqué qu'il va falloir que nous puissions avoir une nouvelle politique sanitaire à partir de l'évaluation qui sera faite de l'ancienne qui date de 35 ans. Ça, c'est une priorité. Le deuxième élément, c'est de pouvoir revoir l'organigramme du ministère de la Santé, depuis le niveau central jusqu'au niveau opérationnel, pour questionner un tout petit peu sur l'aspect non seulement fonctionnel, mais organique également à son niveau. Et le troisième élément, je vais m'arrêter là par rapport au court terme, les perspectives au court terme, c'est de rediscuter ce que vous avez indiqué dans la place de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée, la médecine de la pharmacopée traditionnelle. Les textes sont là. Comment faire en sorte que cette médecine
et cette pharmacopée transfusionnelle, on puisse s'en servir comme un levain pour booster notre système de santé. Je vais prendre juste un exemple, madame, rapidement. Nous avons au Mali, ici, une industrie pharmaceutique. Mais cette industrie pharmaceutique, elle est balbutiante. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nous importons plus de 99% de nos besoins en médicaments. Mais le développement de cette médecine traditionnelle va nous permettre d'inverser un tout petit peu la tendance pour que nous puissions avoir au moins 20% de nos médicaments qui viennent de nos médicaments traditionnels améliorés. Et cela est possible. D'accord. Alors, docteur Samake, quel est votre avis là-dessus? Ce rapport qui est donc appelé à être le socle pour des actions concrètes et durables au bénéfice de l'ensemble de la population. Comment on peut y parvenir? À travers la mise en œuvre des recommandations. Vous voulez faire... Juste 2 mots, parce que je reviens sur la question de la médecine traditionnelle. Je me permets de le dire ici parce que l'occasion m'est donnée. Je pense qu'aujourd'hui, le secrétaire général a dit on avait une division en charge de la médecine traditionnelle. Je le dis, ce serait intéressant que dans le cadre de l'intersectorialité, que la réflexion soit approfondie avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que le positionnement de cet institut au ministère de la Santé pourrait régler le problème que le Ségal a soulevé. Parce que si tous ces tradis praticiens sont encadrés par une telle division accompagnée, je pense que ça peut faire la symbiose sur la pratique de la médecine, le versant traditionnel en complémentarité avec le versant en tout cas de la médecine moderne. Si il faut encadrer le secteur, à votre avis? Oui, je veux dire que, parce qu'en fait, la division là, c'était une division antérieure du ministère de la Santé. Maintenant, ils sont à l'enseignement supérieur. Je suis en train de dire, de revoir comment recalibrer cette collaboration au pire des cas. Sinon, parce que ça va permettre vraiment que les ressources humaines des tradis praticiens puissent se rejoindre dans un cadre global d'équipe de santé qui travaillent de façon complémentaire. D'accord, on va revenir à la question. Deuxièmement, vous aviez l'autre question, c'était par rapport au suivi. Oui, au suivi des recommandations. Qui doit faire quoi? Bon, le suivi, chacun doit... parce que les activités sont déclinées en responsables d'activités. Chacun doit faire ce qu'il doit faire, mais les mécanismes de suivi qui ont été mis en place, vraiment, je pense que c'est adossé au mécanisme que, en tout cas, la culture de planification a fait asseoir au Mali depuis des années. Maintenant, l'aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que cette fois, il y a eu insistance sur un autre niveau qui est celui du chef de l'État qui a commandé lui-même ces États généraux pour qu'il y ait un portage politique, mais je vais ajouter assorti d'un mécanisme de redevabilité à tous les niveaux. Parce que lui-même qui a commandé ça, il est redevable vis-à-vis du peuple et des populations pour qui il s'est engagé à s'occuper de leur santé. Et monsieur le Premier ministre également, dans le comité interministériel, est redevable devant le chef de l'État pour amener les autres secteurs. Parce que j'en profite, aujourd'hui, j'allais même dire que notre ministère est un ministère en charge des problèmes médicaux, en fait. La santé va au-delà du côté médical. Les questions sanitaires sont partagées entre plusieurs autres ministères, et c'est pourquoi je dis ce rôle de redevabilité est extrêmement important à ce niveau-là. Voilà. Et donc après, les autres instances du PRODES peuvent prendre le relais. D'accord, on va faire un dernier tour de table. Je reste avec vous sur ces mêmes perspectives. Et comment vous voyez la santé au Mali s'améliorer d'ici 20 ans, 10 ans, 30 ans? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre. Ça va dépendre. En tout cas, dans cet exercice que nous venons de faire, il y a des propositions et qui sont adossées à comment opérer le changement. Parce que nous sommes partis, et je crois que le professeur Baketa l'a dit, de toutes ces insatisfactions, que ce soit au niveau du personnel, que ce soit au niveau des populations. Et aussi, on a vu que notre système a des dysfonctionnements. Les gens ne sont pas satisfaits, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça, c'est fait pour eux. Et quand on rentre dans le système, on voit qu'il y a plein de dysfonctionnements dans le système.
Et donc, les suggestions qui viennent d'être faites à travers les recommandations dont il a parlé, ceci doit nous servir de levier. C'est question de plateau technique, c'est question de revoir la question de l'assurance maladie pour la couverture universelle, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez que pas plus de 20 à 30% des gens qui sont couverts par les mécanismes qui sont là. Et ça fait des dépenses catastrophiques qui appauvrissent davantage les patients. Donc voilà un ensemble, je ne citerai pas, il y a toute une panoplie qui, une fois mis ensemble, et aussi, on a parlé des questions de l'accueil et tout, qui, quelque part, a un rapport aussi avec une autre culture chez les praticiens en termes d'éthique, de déontologie, et tout ceci sur lesquels on demande. Voilà. Donc, voilà, je m'en arrête là, sinon il y a à dire encore. D'accord. Professeur Keita, pour boucler, quels sont vos espoirs aujourd'hui par rapport à l'amélioration du système de santé au Mali? Est-ce que, après avoir fait ces états généraux, vous espérez, qu'est-ce que vous espérez par rapport à l'amélioration de la santé au Mali, du système de santé? 3 choses, madame. La première est que c'est un engagement, non seulement des professionnels de santé que nous sommes, mais comme l'a dit le secrétaire général, également de la population, que nous puissions, elle puisse nous accompagner par rapport à un certain nombre d'actions. Deuxième élément, parce que nous l'avons discuté, les perspectives, madame, parce que surtout pour les jeunes, la création d'emplois. Nous avons un vaste chantier de création de nouveaux emplois, madame. Je vais parler de tout ce qui touche, par exemple, à la santé digitale ou à l'intelligence artificielle, qui pourrait créer de nouveaux emplois d'ici les 10 années à venir, pour lesquels les jeunes peuvent s'exercer et créer des start-up pour développer des systèmes propres au Mali et qui pourraient être exportés. Troisième élément, madame, c'est par rapport à l'intersectorialité de la santé. C'est-à-dire, la santé, comme l'a dit Salif, est irrespectable. Pourquoi? En 2 mots, madame. Un enfant d'une année qui est bien vacciné, toutes les vaccinations reçues, le maman qui est là, l'enfant tête, va mourir malheureusement. Pourquoi, madame? Parce que cet enfant n'a pas accès à l'eau potable. Les parents n'ont pas accès à l'eau potable, donc l'enfant n'a pas accès à l'eau potable. L'eau potable, ce n'est pas le ministère de la Santé, madame. Ça relève de notre ministère, mais qui a un impact sur la santé. Deuxième élément, rapidement, madame, tout ce qu'on nous vend comme boissons gazeuses, les Coca-Cola, les Fanta, enfin, je ne vais pas citer, les bouillons de cube et autres, qui sont une catastrophe sanitaire. Je le dis, je l'assume en tant que médecin. Parce que ça prédispose les enfants, ça prédispose les adultes à développer des diabètes, à développer de l'hypertension et à développer des cancers. Alors que nous avons toute une panoplie que nous devrions mettre à la disposition des populations pour les dire, buvez de l'eau, c'est la meilleure des boissons. Prenez les légumes, les fruits, c'est la meilleure pour vous de maintenir votre santé et pratiquer une activité physique régulière, 30 minutes de marche tous les jours, ça vous suffit. Ça vous permettra d'éviter le diabète, ça vous permettra d'éviter l'hypertension, ça vous permettra d'éviter également les cancers. Voilà en quelques mots l'espoir que j'ai, et je suis sûr, madame, que nous pourrons tous ensemble, c'est pour cela que j'ai dit nous et la population, parce qu'il faut que la population comprenne pourquoi ça va les machiner et qu'elle nous aide à pouvoir combattre ces maladies, et que la santé du Mali demain soit une santé rayonnante avec un retour à notre faveur pour que le Mali soit maintenant une terre de tourisme médical. Dans le domaine de l'ophtalmologie, on a l'IOTA. Dans le domaine de la dermatologie, on a l'hôpital dermatologique. Dans le domaine de l'odontostomatologie, on a l'un des plus grands instituts d'asthme. Il faut que nous renversons la tendance pour que le Mali soit une terre médicale de tourisme. Et les populations ont un grand rôle à jouer là-dedans. Bien sûr. D'accord, merci professeur Keita. Alors, monsieur le secrétaire général, docteur Guindo, vous allez boucler ce débat comme vous l'avez ouvert. Le chantier, il est très vaste. Vous voulez tout réformer. Que pouvons-nous espérer du ministère de la Santé et du Développement social? Merci beaucoup. Nous voulons tout réformer.
Mais nous commençons d'abord, il vient de le dire, tout ce que le professeur vient de le dire, nous le prenons en charge, c'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle la promotion de la santé. Alors donc, il faudrait quand même qu'il y ait une véritable promotion de la santé qui va amener un changement de comportement de la population pour que réellement on puisse savoir. Nous pensons bien entendu renforcer d'abord le système de santé. Comme il vient de le dire, dans le système de santé, nous avons ce qu'on appelle la prévention. Il faudrait que les systèmes de prévention soient d'or pour diminuer au maximum les fréquentations, c'est-à-dire la prise en charge au niveau des maladies. Il faudrait bien entendu, encore une fois, équiper selon vraiment les besoins, selon la catégorisation, en tout cas comme vous venez de dire, les CES comme CCRF, etc., que l'équipement soit là et qu'un bon système de référence soit là et qu'il y ait au nom comment il s'appelle, une ressource humaine formée, adaptée et consciente, encore une fois, redevable. Et surtout, nous sommes en train quand même de cultiver surtout la redevabilité face à cette population. Nous avons une approche novatrice qu'on est en train quand même de le mettre, en tout cas en place, c'est-à-dire les financements basés sur les performances, même pas sur les résultats, qui n'est pas une autre sorte d'approche projet, mais qui est là, et que surtout nous soyons redevables selon ce que nous faisons pour la population. Et dans ça, c'est la satisfaction de la population qui est évaluée, et nous sommes en ce moment cotés par rapport à cela. Donc quand on va, il faut le dire, un changement réel de comportement de nous aussi professionnels, il faut le dire, parce que c'est nous qui sommes fréquentés, mais aussi vraiment de la population pour que réellement on puisse diminuer non seulement les dépenses de la santé et répondre aux besoins vraiment de la santé. Nous pouvons le faire ensemble, mais il faut beaucoup de communication, il faut beaucoup de financement, beaucoup vraiment d'empathie comme il vient de le dire, et beaucoup d'engagement politique en tout cas pour ce faire. Merci d'être passé sur ce plateau. En tout cas, j'étais bien entouré aujourd'hui. Merci pour la participation. Alors, ce débat se referme ici sur la santé. En attendant, bien sûr, d'autres forats, nous parlions des États généraux de la santé qui ont recommandé de grandes réformes pour le système de santé malien. Nos invités étaient Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Professeur Ba Keita, pneumologue, professeur agrégé des universités, écrivain, facilitateur des États généraux de la santé. Il a servi à l'OMS comme représentant dans plusieurs pays. Dr Salif Samake, médecin de santé publique, expert santé mondiale, consultant, ancien secrétaire général de la santé, ancien directeur national de la santé et directeur général de la planification et des statistiques du secteur du développement social et de la promotion de la femme. Ce débat a été réalisé par Jakari Diakone Djaki. Aridjouma Tina était à la coordination. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ORTM 1.